Bonsoir. Un diaporama, pour une présentation comme celle de ce soir, ça commence par une diapositive de titre, vous l'avez vu. Et puis ensuite, la deuxième diapositive, souvent, il y a un plan, ou alors il y a une photo. Moi, j'avais opté pour la photo. Mais mes coachs, donc vous savez qu'on a le droit à 2 coachs. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Merci Florence, merci Christian, merci à Isabelle aussi pour le massage. Et c'était très agréable. Comme la photo n'était pas libre de droit, mes 2 coachs m'ont suggéré de me déguiser. D'ailleurs, en fait, je ne sais pas si j'ai raison de les remercier, parce que je me demande au final si ce n'est pas une blague qu'ils m'ont faite. Cela dit, j'ai quand même relevé le défi, et maintenant le vôtre, c'est de reconnaître en quoi je suis déguisé. Alors, je suis déguisé en quoi ? Bah oui, je suis déguisé en Jedi. Merci, oui, je suis déguisé en Jedi, et maintenant, eh bien, j'ai plus beaucoup de temps, en fait. Il me reste combien ? 17 minutes pour vous expliquer en quoi il y a des liaisons éventuellement prometteuses entre les propos que je vais vous tenir et puis mon Jedi. Alors, si je vous dis que les élèves viennent à l'école pour apprendre, je pense que ce n'est pas vraiment une surprise, et que les athlètes s'entraînent pour progresser et réaliser des performances, c'est pareil. Là, je pense ne rien vous apprendre. Et là, on est bien d'accord, il n'y a rien à voir avec des liaisons éventuellement prometteuses. Bon, c'est pas grave, ça c'est fait, je vais passer à autre chose. On a une situation en France qui a été évoquée rapidement, où on voit que dans des études récentes, les Français apparaissent comme étant les plus pessimistes d'Europe, les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il y a en France aussi 3 fois plus de morts par suicide que par accident de la route. Et là, entre parenthèses, je ne pense pas qu'il y ait 3 fois plus de moyens pour la prévention du suicide. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse. Et en termes de bien-être, ça a été évoqué aussi juste avant. D'ailleurs, je m'inquiétais un peu, j'avais peur qu'ils jouent un peu toutes mes cartes. Et en termes de bien-être, donc les élèves français ressortent comme étant parmi les plus mauvais d'Europe, enfin en tous les cas des pays de l'OCDE. On pourrait donc s'attendre à ce qu'on prenne soin des personnes, que ce soit à l'école, que ce soit d'ailleurs aussi dans les entreprises, dans le milieu du sport. Et pourtant, moi je pense qu'on a plutôt tendance à appuyer là où ça fait mal. Et ça, je pense que c'est vrai à l'école. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de l'école, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas forcément volontaire. Mais en tous les cas, je pense qu'à l'école, c'est vrai. Je pense que c'est vrai aussi parfois dans le domaine de l'entreprise et aussi dans le domaine du sport. Pourtant, on devrait prendre soin des personnes. Alors, je vais faire un très rapide sondage. Je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui ont leurs enfants ou qui ont des enfants qui sont scolarisés. Et je voudrais savoir, parmi ceux-là, combien pensent que leur enfant est plutôt valorisé et félicité, ou alors, au contraire, combien pensent que les enseignants ont plutôt tendance à appuyer là où ça fait mal, ont plutôt tendance à voir les points qui sont perdus, même quand les notes sont bonnes d'ailleurs. Donc voilà. Alors, quels sont ceux qui considèrent que les enfants sont valorisés? D'accord. Bon. Quels sont ceux qui considèrent que leurs enfants, ou alors eux-mêmes quand ils étaient à l'école, ont plutôt eu un sentiment inverse, quoi. Plutôt des enseignants qui appuyaient sur les points faibles plutôt que de les valoriser. Donc faites-moi voir ça. Bien. Bon, je ne vais pas passer plus de temps pour interpréter les choses. Vous voyez qu'il y a quand même une large majorité qui pense que, effectivement, à l'école, on appuie là où ça fait mal. Je ne pense pas que ce soit volontaire de la part des enseignants. Je pense que ce sont des fois des petits processus insidieux qu'on met en place. Et d'ailleurs, moi, j'ai été enseignant d'éducation physique et sportive pendant 18-19 ans dans des établissements scolaires et j'ai sûrement contribué aussi à ça, involontairement. Mais ça évoque en moi des petites anecdotes. Par exemple, pour ma fille, donc j'ai la chance d'être le père d'une jeune fille qui est maintenant en 2e année à l'université, donc ma fille Jade. Mais à l'époque où elle était au collège, un jour, elle est rentrée à la maison et elle m'a expliqué que l'un de ses enseignants avait fait toute une liste de critères qui, s'ils n'étaient pas respectés, engendraient la perte de points. Un titre non souligné, -1. Non centré, -1. Un texte non surligné, -1. Faute d'orthographe, -2. Bref, elle a fait toute une liste comme ça de critères. Et je lui ai dit, dis-moi Jade, à quel moment aussi tu peux gagner des points? Et là, il n'y avait rien de prévu, quoi. Donc en fait, tout semblait se passer comme si, pour cet enseignant-là, qui était absolument pas malveillant, et que ma fille d'ailleurs aimait bien,
mais comme si on avait tout à perdre, quoi, comme si les enfants avaient tout à perdre dans le système qu'il avait mis en place. Et là, ce que j'évoque dans le domaine de l'école, c'est valable aussi dans le domaine du sport. Je suis aussi le père d'un petit garçon. Enfin, maintenant, il a 17 ans, mais à l'époque, il était petit. Et quand il était petit, mais même maintenant, il joue encore au handball. C'est un handballeur, mon fils. Et quand il jouait en moins de 12 ans, donc à cette époque-là, il doit avoir 10 ans, j'avais la chance de l'entraîner. Enfin, pour moi, c'était une chance. Je ne sais pas si lui, il appréciait ça autant que moi. C'est pas facile d'avoir son père sur le dos, à la maison, au club. Enfin, bon, normalement, ils viennent au club pour souffler aussi. Mais bon, donc je l'avais avec moi, et mon fils a été retenu pour participer à des stages de sélection, pour entrer dans l'équipe départementale. Alors j'étais content pour lui, il est allé au premier stage, ça s'est bien passé, il a été qualifié pour le deuxième stage, le troisième, il était jusqu'au bout du dispositif de sélection, et puis au final, il n'a pas été retenu. Alors quand je suis venu le chercher, je lui ai dit, bah, alors ça s'est passé quand? Il m'a dit, bah, ça va pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Il m'a fait une liste aussi. Bon, je pense qu'en moins de 12 ans, c'est un petit peu normal qu'il y ait un ensemble de choses qu'un joueur ne sache pas faire, sinon il serait déjà champion olympique, il serait précoce. Et je lui ai dit, bah alors, ils ont dû donner aussi des points positifs, quoi. Forcément, j'y suis sensible. Et non, là, rien. Un petit peu comme si, à moins de 12 ans, il joue sa carrière pour entrer dans l'équipe départementale. Or, nous, quand on est enseignant, ce qui nous intéresse, c'est que l'enfant reste dans la structure plutôt que d'être dans la rue avec ses copains. Bah là, non. Non, et j'ai trouvé ça regrettable. Alors, je l'avais signalé à l'entraîneur qui pensait que je voulais intercéder pour qu'il soit sélectionné. Et bon, j'ai arrêté parce qu'on n'était pas branchés pareil. Je trouve que c'est dommage un moment où les enfants ont besoin de construire la confiance en soi, parce que la confiance en soi, ça ne se décrète pas, ça se construit. Bah, au final, on leur laisse pas trop de chance, quoi. Alors, il y a un Français qui a publié un ouvrage il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était passé aux nouvelles, pour ça que je me suis procuré le livre. Là, vous ne voyez pas en dessous, bah, vous allez me faire confiance. Hein. Mon enfance vue par l'éducation nationale. Et puis, il démarre sur peut mieux faire. En fait, il a publié des bulletins trimestriels qu'il a eus. Et il a mis en évidence qu'effectivement, globalement, on avait plutôt tendance à appuyer là où ça faisait mal. Comment ça se passe dans les autres pays? Eh bien, aux États-Unis, sans vouloir copier ce qui se passe ailleurs, mais aux États-Unis, en Australie, ou éventuellement au Royaume-Uni, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le programme Spark, sur lequel je vais revenir après. Il y a des programmes qui existent et qui permettent de lutter contre la dépression, de la prévenir en tous les cas, chose qu'on pourrait très bien faire chez nous. Vous avez vu, on a quand même une situation, il faudrait trouver des solutions. Et là, donc c'est un quiz sur Star Wars, on ne vous l'a pas dit sur le TEDx, mais c'est un quiz ce soir. Donc là, quelle est la devise des Jedi, vous vous en souvenez? Ouais. Oui, que la force soit avec vous. Et effectivement, on pourrait très bien imaginer un système dans lequel on cherche à contrebalancer un petit peu le fait qu'on appuie trop sur les points faibles. On pourrait très bien avoir un équilibre. Et c'est d'ailleurs ce qui est proposé dans certains des programmes d'éducation positive. Alors, de quelle force s'agit-il? Là? Non. Ce sont les forces de caractère. Les forces de caractère telles qu'elles sont étudiées dans le domaine de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est une science dont les centres d'études sont les conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. On trouve des études qui traitent de la motivation et de l'impact sur la performance ou sur le bien-être, par exemple, la résilience, la relation entre pratique physique et puis bien-être, l'optimisme et donc les forces. Et on retrouve des programmes comme le programme Spark, dont je vous ai parlé. Le programme Spark a été mis au point par Ilona Boniwell et Lucy Ryan au Royaume-Uni. Et Spark, c'est un acronyme. Alors S, c'est situation, P, perception, A, autopilote, R, réaction, et K, knowledge, pour les connaissances que l'individu va en tirer pour lui. Alors, dans le contexte scolaire, concrètement, c'est quoi? Par exemple, un élève a une mauvaise note. Ça, c'est la situation. Perception, je suis nul. Autopilote, c'est la pensée qui démarre automatiquement. De toute façon, ça ne sert à rien que je travaille, je suis vraiment nul, à chaque fois c'est pareil. Quel type de réponse est susceptible de s'enclencher derrière? Eh bien, puisque c'est comme ça, demain, je n'irai pas en cours. Quel type de connaissance il est susceptible d'en tirer? De toute façon, ce n'est sûrement pas à l'école que je vais trouver des solutions. L'objet du programme Spark, c'est de permettre aux élèves de prendre du recul et d'identifier les monologues internes, de manière à pouvoir un petit peu inverser toutes les cascades, le tourbillon d'événements négatifs qui peuvent partir de ces autopilotes et de la perception d'une situation qu'ils peuvent avoir.
Et pour les aider à ça, eh bien, il y a les forces. Alors, maintenant, les forces, comme ça peut paraître, bah oui, bien sûr. Oui, le problème, c'est que les forces, il y a une zone d'utilisation, une zone optimale d'utilisation. Si on les utilise trop, là, on prend des risques. Si on les sous-utilise, c'est dommage. Alors, vous vous souvenez, je continue sur le quiz. Comment il s'appelle le héros en Star Wars? Ouais, Anakin. Il lui arrive quoi, Anakin? Il devient quoi, Anakin, après? Oui, ça, c'est une blague de mes coachs. Ils sont très farceurs. Après le déguisement, voilà, ils sont là pour nous aider. Ouais. Dark Vador, oui, il bascule du côté obscur de la force, effectivement. Quelqu'un, par exemple, qui est optimiste, s'il est dans la zone d'optimisme, on sait qu'il y a des chances qu'il soit plus résilient que celui qui est plutôt pessimiste. On sait qu'il va avoir un niveau de bonheur supérieur. On sait qu'il aura plutôt tendance à avoir une meilleure qualité de vie, notamment quand il est confronté à des maladies graves. Bien. Mais attention, parce que si on bascule du côté obscur de cette force vers l'optimisme irréaliste, là, on s'engage sur des conduites qui sont très dangereuses. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y avait le site d'action. Quelqu'un qui aurait un niveau d'optimisme irréaliste pourrait être conduit éventuellement à ne pas se protéger pendant ses rapports et risquerait du coup de transmettre le sida ou alors au contraire de l'attraper. On voit qu'en ce moment, il semblerait que le nombre de cas aille en augmentant. Pareil pour les conduites addictives par rapport à l'alcool. Ben non, moi je peux boire, ça arrive qu'aux autres d'être alcoolique. Moi je peux y aller, il n'y a pas de problème. Et puis au bout du compte, on se retrouve alcoolique. Donc les forces, le problème c'est qu'il faut savoir où est la zone optimale. Par conséquent, que faut-il enseigner aux enfants et les enseignants qu'ont-ils à enseigner? Et là, ça se complique. Alors, ça se complique et on va être confronté en fait à une double problématique. Première problématique, c'est l'équilibre. Il ne s'agit pas de nier que l'élève a éventuellement des faiblesses, à un moment donné, c'est absolument pas ça. En revanche, il s'agit quand même de contrebalancer. Et là, en fait, on va être un petit peu dans une logique, dans un choix un peu philosophique. Que décide-t-on de faire quand on enseigne ou quand on entraîne ou quand on manage des personnes? S'agit-il de corriger les défauts? S'agit-il au contraire de trouver les forces des personnes? Ou au contraire, y a-t-il un point médian? Un point, par exemple, où on chercherait à identifier les forces des personnes de manière à ce qu'elles puissent corriger le mieux possible les points où elles sont un petit peu moins fortes. Pourquoi pas? Et là, le deuxième point, finalement, au niveau de la problématique que j'évoque, c'est la temporalité. Quand on est longtemps avant une échéance, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit scolaire, ou d'ailleurs c'est valable aussi dans le monde de l'entreprise, on peut se permettre longtemps avant, parfois, de mettre un peu l'accent sur des points faibles pour chercher à améliorer, en gardant quand même à l'esprit que les points forts peuvent servir à corriger les points faibles. Mais quand on est juste avant une échéance, là, c'est vraiment très important que la confiance en soi, elle soit au maximum. Et ça va permettre, ou ça peut en tous les cas prédire, un meilleur niveau de réussite. Là, pensez à ceux qui vont passer leur bac bientôt, là, ceux qui ont des enfants qui sont en terminale. Moi, mon fils, il est en terminale. S'ils sont focalisés sur les choses qu'ils réussissent à faire, on va baisser le niveau de stress. Et puis, on va augmenter les chances de réussite derrière. Donc, effectivement, c'est vraiment une question du moment sur lequel on va insister sur les points forts ou sur les points faibles. Alors maintenant, cette histoire d'équilibre, on la retrouve à un autre niveau. Quelle est la finalité de l'école? Est-ce qu'à l'école, il faut former de bons mathématiciens, de bons linguistes, de bons historiens, de bons géographes? Ou est-ce qu'au contraire, il faut s'intéresser à l'individu et à son devenir après? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas former des bons mathématiciens, des bons linguistes, tout ça, je n'ai pas dit ça. Mais je dis peut-être qu'il s'agirait de faire une balance entre l'élève, qui est à un moment donné à l'école, et puis l'individu plus tard. Et il y a des disciplines scolaires qui font ce lien. Des disciplines scolaires dans lesquelles les liaisons qui sont supposées être prometteuses, elles se mettent en œuvre. Et là, je pense par exemple à l'éducation physique et sportive. Est-ce que vous connaissez les finalités de l'éducation physique et sportive? Vous savez, les profs de sport, les profs de galipette. Mais en fait, il y a des finalités. La finalité de l'éducation physique et sportive, c'est de former un citoyen qui soit physiquement éduqué. C'est explicite dans les programmes. Qui soit capable de faire preuve de solidarité, de responsabilité, d'autonomie. Qui soit capable d'adopter des comportements propices à sa santé. Vous voyez que là, on ne s'intéresse pas uniquement à l'élève, mais aussi aux futurs citoyens. C'est un pari sur l'avenir.
Ce qui n'empêche qu'en éducation physique et sportive, les élèves acquièrent aussi des connaissances, des capacités et des attitudes destinées à leur permettre, par exemple, d'être performants en basket, handball, gym, natation. Natation, c'est obligatoire. Donc, il y a aussi ces contenus culturels, à l'instar des maths que j'évoquais juste avant. Donc, vous voyez, temporalité, équilibre, il y a des points qui sont vraiment importants. Et vous voyez aussi qu'on peut avoir des liaisons prometteuses entre la psychologie positive, l'éducation, les forces, sans forcément aller vers le déni des faiblesses. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit juste de rééquilibrer un peu les choses. Rééquilibrer les choses pour pouvoir éventuellement avoir un impact sur la situation que j'ai décrite au début. Après tout, nulle part ailleurs qu'à l'école, les élèves peuvent apprendre des choses qui vont leur permettre de faire face aux événements auxquels ils peuvent être confrontés par la suite. Alors aux enseignants bien sûr, mais aussi aux managers, aux entraîneurs, aux éducateurs, et puis à vous, parents, en guise de conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, eh bien, que la force soit avec vous. Je vous remercie.